moi, je vais vous parler de l'aventure médiatique de Hubble. Alors, j'ai tout de suite envie de citer la responsable de Hubble à l'Agence spatiale européenne, parce que, comme vous le savez, l'ESA intervient aussi à hauteur de 15%, même si très souvent la NASA est mise en avant. C'est Antonella Nota qui, à chaque fois, quand elle rencontre les journalistes, elle ne manque pas de dire: vous savez, Hubble, c'est le télescope qui a amené l'univers dans le salon des gens, dans leur maison, et qui a incité des tas de jeunes à faire de l'astronomie. Et je pense que c'est très vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur comment est-ce que la NASA et l'ESA ont relevé ce défi aussi médiatique. Alors, je voulais vous présenter en 2 mots la démarche journalistique aussi, parce que on a bien sûr au centre de cette image des hommes et des femmes qui font de la recherche scientifique et qui vont publier dans des revues scientifiques, qui utilisent des grands instruments de recherche et qui bien sûr, le rôle du journaliste scientifique est d'aller les interroger ou leurs collègues pour comprendre la teneur de ces résultats. Mais ce n'est pas seulement l'unique rôle des journalistes scientifiques, c'est aussi de regarder comment cette recherche s'inscrit dans le contexte à la fois économique, à la fois industriel, et puis comment c'est partagé à travers le monde. Alors, j'ai tout de suite envie de prendre un exemple très récent, brûlant, mais qui n'est pas un exemple lié à Hubble. Comme vous en avez sûrement entendu parler, c'est la détection des molécules de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Il faut savoir que cette actualité, une semaine avant, les rédactions ont reçu tous les jours un petit avertissement pour dire: attention, attention, dans une semaine, il va y avoir quelque chose en lien, quelque chose de fracassant en lien avec la vie. Et donc, lorsque le jour J est arrivé, donc nous avons vu cet article qui a été publié dans Nature Astronomy, et tout de suite une foule de tweets, notamment du patron de la NASA, qui a vraiment insisté sur le fait que maintenant, le futur, ça va être Vénus. Alors, lorsque l'on examine le contexte dans lequel s'inscrit cette actualité, et c'est là toute l'importance du travail journalistique, c'est d'abord, bien sûr, la vérification de l'information. Et je dois dire que pas très loin d'ici, au LESIA, à Meudon, des spécialistes des atmosphères planétaires ont remis en cause la détection de phosphine. Et puis, il faut savoir que 2 jours après, on annonçait que le milliardaire russe Yuri Milner leur avait attribué un prix de 100 millions de dollars, le prix Breakthrough Initiative, et que par ailleurs, on va être très prochainement dans la discussion sur le choix des missions à la fois à l'ESA et à la NASA. Donc, le fait de publier à ce moment-là ce papier, qui n'est pas très sûr, n'est pas anodin. Donc, c'est un peu l'exemple qui montre comment la démarche journalistique peut décrypter l'importance d'un résultat scientifique. Alors, je passe tout de suite à Hubble. Alors, dès le début, il y a quelque chose d'incroyable avec Hubble, c'est qu'on a prévu dès le départ que cet instrument pouvait être amélioré en orbite, puisque c'était l'époque où il y avait la navette spatiale et puis que c'était possible. Je ne sais pas si un jour une telle chose sera de nouveau possible, mais on peut en douter. Donc on avait
Alors, très vite, c'est la déception parce que donc on pensait avoir des images de ce type, donc à ma droite, et finalement on avait des images extrêmement floues. Donc il a fallu tout de suite imaginer une mission de sauvetage du miroir, donc corriger la myopie. Donc c'était pour installer un correcteur optique. Donc il y a eu alors ça a été une vraie aventure médiatique parce que à l'époque, au journal de 20 heures, on a vraiment passé ces images qui étaient, qui ont tenu en haleine tout le public. Alors, on voit bien que les parties jaunes étaient prévues pour s'agripper, juste donc à 600 km au-dessus de nos têtes. Cette mission a été menée de manière exemplaire. Par la suite, il y a eu d'autres missions de maintenance pour moderniser les instruments. Et c'est quand même l'importance de cette mission en fait, de maintenir et d'améliorer dans l'espace. Bien sûr, l'argent était plus, on va dire, plus abondant, les crédits étaient là, et donc la navette spatiale aussi, et on pouvait aller directement sur place. Alors, à la suite de cette série de maintenance, c'était fantastique. Les images était au rendez-vous. Donc très vite, en 98, l'Institut du télescope spatial a fondé Hubble Heritage, qui est en fait un projet pour partager avec le grand public. Donc ce sont des images que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais lorsque ces images ont été divulguées, c'était vraiment époustouflant. Je dois dire qu'à l'époque, je travaillais à Ciel et Espace et nous étions vraiment sous le coup des demandes qui exigeaient si on pouvait de nouveau les publier. Donc, c'est donc la nébuleuse de l'Aigle. Ensuite, on a eu des images des restes supernovae rémanents des voiles. Et tout ça, c'est donc fait partie de ce projet Hubble Heritage. Pareil, des champs de galaxies profonds. Donc, à la suite de ça, c'est vraiment un succès incroyable, à la fois scientifique, puisque la NASA ne cesse de dire que sur 1000 demandes, il n'y a qu'un sixième de demandes de temps d'observation qui est honoré. Et puis, très vite, ces images sont passées dans le public. Alors, on a eu des pochettes de disques, des timbres, un peu partout, en fait, on a vu apparaître des images de Hubble. Alors, toute cette intrusion dans la sphère publique, eh bien, il fallait quand même que l'on puisse décrypter on va dire la politique de communication de la NASA. Ce fut le travail d'Elisabeth Kessler, qui est une historienne de l'art, elle enseigne en fait à l'université de Stanford. Elle enseigne l'histoire de l'art du 19e et du 20e siècle. Alors, elle a donc voilà son livre qui a été publié en 2012. Son propos, son point de vue est très intéressant. Elle explique que à la fois sur la forme et dans les teintes, la NASA a opté, s'est inspirée des peintures de paysages romantiques du 19e siècle, en particulier de l'Ouest américain. Alors,
ces paysages qui montraient les Rocheuses, les paysages du parc national Yosemite, et qui comportaient quelque chose à la fois de romantique, de gloire à la nature. Donc, sur le plan du format, elle explique que imaginez la fameuse nébuleuse de l'Aigle, qui a été aussitôt baptisée les piliers de la création. Imaginez sur le côté, ou alors tête en bas. Donc, comme vous le savez, dans l'espace, il n'y a pas de direction, et le fait de les avoir présentés sous forme dans cette érection qui transcendante, qui s'élève, c'est un choix délibéré. De la même manière, la palette des couleurs représente en fait ces peintres, le choix des couleurs, et elle a fait le parallèle entre ces deux. Alors je présente quelques images. Alors voilà Albert Bierstedt. Donc ce sont des vues de l'Ouest américain. Donc on voit bien que la palette des teintes choisies sont similaires. D'autres vues, on voit des falaises du Yosemite. Et donc, à côté de ça, on fait en permanence participer le public. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, le public vote pour les plus belles images de Hubble. Alors, donc là, c'est à l'occasion du 25e anniversaire. On a, voilà, numéro 2 et le numéro 3. Évidemment, on le connaît, c'est les piliers de la création. Donc, cette politique très recherchée de faire passer l'image, à la fois de soigner la présentation, ne va pas sans la personnalisation. Donc, il fallait donner aussi des visages au télescope spatial Hubble. Alors, c'était le 8 mars, la journée de la femme, c'était l'occasion de désigner 4 femmes. Alors, il y a Nancy Grace Roman, que la NASA appelle la mère de Hubble. Et la sénatrice qui a porté le budget, Barbara Mikulski, c'est la marraine. Et puis, voilà, la mise en orbite, Catherine Sullivan et Wendy Freeman. Donc, comme toute histoire, donc on comprend bien cette histoire qui a tenu le public en haleine. Et comme toute histoire a une fin, la NASA insiste beaucoup sur la fin naturelle de Hubble. Et c'est comme ça que je vais terminer, puisque cette image que l'on voit là, eh ben, on ne pourra jamais voir quelque chose de similaire, puisque c'est l'image qui a été prise par la navette spatiale qui s'en approchait. Et on parie que dans quelques années, si on demande toujours le nom d'un télescope au grand public, ben, ça sera toujours Hubble. Voilà. J'espère que j'ai tenu mon... Voilà.